C'est l'ouverture la plus facile de la saison. Le concept du contenu gratuit, là, ça, c'est en lettres majuscules. Comment ça va? Ça va bien? Les gars! Ça va bien, les gars. Content de vous retrouver. Très heureux de vous retrouver. 8e année. Ça faisait du bien. Ça fait... Tu sais, il me semble qu'on était dû, là. Absolument. Ouais, ben, c'est ce mélange. Puis l'été, ça me fait ça. Tout est loin, puis tout est proche. Je sais pas si... C'est comme, il me semble que ça fait une éternité, mais en même temps, de vous retrouver, c'est comme si c'était hier. C'est comme regarder dans une ville d'à côté, là, Objects in the Mirror, Closer Than They Appear. Exactement. Exactement. Tiré de l'album de Meatloaf. Il y avait une chanson dont c'était le titre. Okay. Quand on retrouve des amis, habituellement, des bons amis, ça donne cet effet-là. C'est ça. Ça fait 5 ans que tu les as pas vus. Tu recommences à parler et tu as l'impression de les avoir. On s'est jamais quitté. C'est ça. On s'est jamais quitté. Bon. Ouais, fait que c'est vrai. C'est Puis ça. Canadien! Oui, ça s'en vient. Ça s'en vient. Mais sinon, fait saillant, gros été. L'an passé, c'était facile. Vous reveniez de Paris. Vous aviez couvert les Jeux olympiques. Ouais. J'ai souvenir de cette photo là, de vous trois avec Gascon attablé. Avec ta Ça photo. avait l'air le fun, oui. Et j'ai souvenir de ce photomontage où on a ajouté ma face. Puis j'ai beaucoup ri. C'était très drôle. J'ai beaucoup, beaucoup ri. Là, c'est ça. Un peu plus de repos, j'imagine, cet été. Je suis allé à Londres. Ben, quand ça? Cet été. Non, mais à quel... J'étais allé, moi aussi. Ben oui. Ah ouais! C'était toi? Oui, c'est ça, c'était moi. Ouais. C'était sur le trottoir. Ah oui, non, Non, à Wimbledon, mais je passais super vite. Tu m'as peut-être pas vu le court central. Ah, mais comment ça qu'on savait? On s'est pas parlé de ça avant le... Ben non. Ça m'étonne, OK. Non. J'étais là, moi, au mois de juillet. Là. Ah, OK. J'étais là au mois d'août. Ah, non, c'est pas... Fin juillet aussi. Fin juillet. Ouais, vacances de la construction. Bah. Non, écoute, on regardera. Là, on va pas embêter le public avec ces détails là, de nos vies de glamour, mais on regardera les dates tantôt, puis on a peut-être été là en même temps. Ouais. Fait que je suis allé à Londres, j'ai fait des muffins, j'ai couvert du volleyball de plage. Oui! Mais oui! J'ai rebooté ma machine. Ta machine, là, tu veux dire. Puis je me suis fait mon ordinateur. Puis je me suis fait défoncer ma vitre de char. C'est ça mon été. Wow! Le rêve. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de Absolument. tout. Martin, tu as gros été? Moi, j'ai eu l'été de mes 18 ans, encore une fois. C'est comme chaque année. J'ai la chance d'avoir des bonnes vacances l'été, assez longues. Alors, je fais comme quand j'avais 18 ans, je joue à la balle avec mes chums. Tu fais du vélo? Je fais du vélo, je joue au golf, je bois de la bière avec mes chums. Puis c'est ça. Écoute, c'est liberté totale. Et, mais là, c'est fini. Là. Je reviens vous retrouver plein d'énergie. Très dispo. Prêt pour les Jeux olympiques, prêt pour la saison de hockey. Oui, ben on va vous en parler, là, j'imagine, à chaque semaine. Là. Il y aura des Jeux olympiques cette année, puis tellement hockey sera sur le coup. Absolument, absolument. Ben, les gars, très, très heureux de vous retrouver. C'est ça, moi aussi. Moi, j'ai pas fait de muffin, mais moi aussi, je suis allé à Londres. J'ai fait un peu de vélo, mais pas mon vélo, là, les vélos en libre-service, électriques, que j'adore. Puis, j'ai pas eu d'invasion. On n'a pas attenté à ma vie et ou à mes possessions. Voilà. OK, aujourd'hui, le terrible est terrible. La bande des 5 et 128 millions non merci. C'est tellement hockey, épisode 422. Salut, c'est Samuel Montembeault. J'aimerais vous souhaiter bonne saison pour la prochaine saison de Tellement hockey. Et là, avez-vous entendu ça? Samuel Montembeault qui nous souhaite. Avez-vous vu le... Ils sont allés, nos collègues sont allés au... Saviez-vous que Connor McDavid écoute le balado? C'est Nick Crosby. Crosby, ça m'étonne pas, mais McDavid... Il y a 1,8 million de personnes qui... C'est ça, ils sont dans le... J'étais très, très surpris. Ben merci, Samuel Montembeault, puis bonne saison à toi aussi. Martin Leclerc est notre chroniqueur principal au service des sports. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Et Marc-Antoine Godin est l'un de nos nombreux journalistes affectés aux affaires du hockey. Ils sont deux. Salut, Marc-Antoine. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Je pense qu'il y a de jouer des matchs, de se mesurer contre des joueurs qui ont le même âge, de jouer dans un... Il a joué dans une série, il a joué l'an passé, là, mais de voir la frénésie de la ville, même si on est au mois de septembre au camp d'entraînement, je pense que ça... Même s'il a fini l'année avec le Canadien, je pense que de participer à un camp des recrues, c'est toujours bénéfique. On va introduire quelques concepts, rafraîchir la mémoire, lui permettre de jouer
des matchs de hockey, d'être dans des situations, pratiquer c'est une chose, mais d'être dans des situations de match, c'est différent. Donc, je pense qu'il peut bénéficier de cet environnement-là. Pascal Vincent, sur la pertinence d'inviter Ivan Demidov au camp des recrues. Souvenez-vous, l'an passé, je m'étais engagé à ce qu'il soit question de Lane Hutson à chaque épisode. Cette année, c'est Ivan Demidov. Alors, on règle ça là. C'est bien ça, parce que ça t'a servi personnellement. Ouais, personnellement? Oui. Ah oui, tu l'as singulièrement mené à l'obtention du trophée Calder. Fait que tu vas porter Ivan Demidov à bout de bras vers le trophée Calder cette année. Dans les différentes publications de nos collègues des réseaux sociaux sur le début de la 8e saison, il y a quelqu'un qui demandait « Allez-vous parler de Lane Hutson à chaque épisode? » Ben non, cette année, c'est Ivan Demidov. Je ne sais pas, est-ce que c'est une vraie question? C'est pertinent ou pas pertinent qu'il soit au camp des recrues? Ça m'a pas ému plus qu'il faut. Mais est-ce qu'il aurait mérité un congé? Ben, non, pourquoi? Il a joué... je pense que même si tout le monde sait qu'il va faire partie du Canadien de Montréal cette année, en termes d'âge, en termes d'expérience, surtout en sol nord-américain, il cadre tout à fait dans ce qu'un camp des recrues devrait être. Alors, j'ai pas de problème avec ça, Pierre. Bon! Ça, c'est réglé. Puis on l'a fait pour tous les autres. Depuis que la nouvelle administration est là. Lane était là l'an passé. Lane était là. Goulet l'a fait. On peut passer la liste au complet. Là. Puis ils ont une utilité, ces gars-là, qui ont de fortes chances de jouer avec. Demidov va jouer avec l'équipe, mais il y a plusieurs joueurs qui vont participer qui participent au camp des recrues, qui vont participer au tournoi en fin de semaine, qui vont jouer dans la Ligue nationale, qui ont des chances de jouer dans la Ligue nationale cette année. Et ces gars-là ont une utilité. Ils servent un peu de mesure étalon aussi. Ça permet de voir à la direction de l'équipe, de voir durant les matchs où les autres espoirs de l'équipe se situent par rapport à ces joueurs-là. Puis, c'est ça. Il ne faut pas donner trop d'importance à ces matchs-là qui sont disputés par les recrues. Je me souviens, l'année dernière, j'étais très déçu de la façon dont Emil Heinemann avait joué dans ces matchs-là. Et durant la saison, il a été très, très bon. Ouais. Là, on a beaucoup aimé ce qu'il a apporté à l'équipe. Mais c'est quand même une bonne occasion pour tous ces joueurs-là de commencer le camp en donnant une bonne première impression. C'est important aussi, la première impression. Ou à tout le moins de chasser, c'est ça, là, de casser, de briser la glace, là, puis d'y aller. Là. Ouais. Bon, évidemment, c'est ce qui a retenu. Es-tu allé, êtes-vous allé faire un tour? Oui. Et évidemment, moi, ce que je comprends, là, c'est que il n'y a que lui. Enfin, c'est un spectacle incessant. Ben, c'est sûr qu'à chaque fois que tu le regardes sur la patinoire, il y a des manœuvres que très peu de joueurs sont capables de faire, puis face à une compétition comme celle-là, il va en mettre plein la vue. Mais je pense qu'en même temps, c'est pas... il met pas non plus la gomme au complet. Okay. Là. Puis c'est peut-être un peu chiant pour les autres, parce qu'il y a quand même des joueurs qui se démarquent. Vincent Rohrer est de retour en Amérique du Nord, du moins pour la durée de ce camp d'entraînement-là, puis on voit le chemin qu'il a parcouru. C'est intéressant. C'est un gars qui s'approche de la Ligue nationale, même si je pense que il risque de retourner avec les Lions de Zurich au lieu de s'aligner avec le Rocket de Laval. Il a le droit de le faire cette année en vertu de son contrat. Mais tu sais, ça va être aussi la bataille des gars comme Jacky, Beck, Kapanen, tu sais, qui ont... Florian, oui. Donc, ils sont dans une... C'est trois gars qui pourraient potentiellement se battre pour le même poste. Peut-être pas immédiatement au premier jour de la saison, mais avant longtemps, assurément. Dans un horizon dans les 12 à 18 prochains mois. Fait qu'eux autres, c'est des gars qui... Pascal Vincent aime motiver ses joueurs et les encourager à la lucidité en disant « Regardez chez le Canadien de Montréal, qui est votre cible? Quelle est votre compétition? Quelle est la chaise que vous voulez aller occuper? Quel joueur vous voulez remplacer? Préparez-vous aussi à ce qu'avant que vous le remplaciez, il soit votre coéquipier pendant un certain temps. Et comprenez aussi qu'autour de vous, parmi vos coéquipiers, vous avez des compétiteurs qui se battent pour la même chaise que vous. Et ces trois gars-là, Jacky, Kapanen et Beck, à mon sens, ont
ont une forme de compétition l'un avec l'autre, puis ils vont être encouragés à mettre de l'avant des attributs, des atouts qui ne sont pas les mêmes entre l'un et l'autre. T'sais. Alors ça, c'est intéressant. Fait que ça va dépendre aussi non seulement de leur performance, mais ce dont le Canadien va avoir besoin. Moi, je vais regarder particulièrement Xhekaj. Florian. Enfin, Florian. Ça, je vais faire ça aussi toute l'année. Disons, ça va être épuisant. Ça va venir là. Réglons la question. Disons, appelons-les Florian et Harbour. Comme Peter, Anton et Marianne. C'est ça. C'est les enseignements du passé. Les gens vont savoir de qui on parle. Si on garde en tête les commentaires qui ont été faits par Jeff Gorton lors du post-mortem le printemps dernier, après l'élimination de l'équipe, il a souligné, et ça semblait venir du fond de ses tripes. Lui, il déplorait qu'il y avait eu un manque de combativité dans l'équipe, qu'il y a des joueurs qui avaient manqué de combativité. Bon, on a vu que le Canadien s'est quand même fait brasser un peu en série. Puis si tu veux passer à travers cette étape-là, à un moment donné, je pense que Xhekaj a le profil. Il est hautement considéré par l'organisation depuis qu'il a été repêché. Souvenez-vous de la fameuse déclaration là, de la licorne. Mais la saison dernière a eu une bonne production dans la Ligue américaine. C'est quoi, 24 buts dans la Ligue américaine? Il est capable d'apporter un élément physique. C'est un aspect du jeu, je pense, sur lequel le Canadien ne peut pas cracher là-dessus. Fait que lui, je pense qu'il y a un poste à prendre. S'il va très bien, je ne dis pas qu'il va faire l'équipe, mais c'est le genre de gars qui peut combler une lacune, là, qui a une valeur X qu'il apporte. Et le Canadien est en déficit peut-être un peu par rapport à cet élément-là. Ça m'apparaît évident. Mais pas moi. Non? Non. C'est pas une équipe... C'est-à-dire que le constat par rapport à l'équipe, je suis d'accord. Puis Florian est destiné, à mon sens, va jouer avec le Canadien. Mais à mon avis, c'est pas un truc à court terme. Là. Sinon, si le Canadien pensait que Florian Xhekaj est sur le point d'obtenir un poste, je suis pas sûr qu'ils auraient signé Samuel Blais. À mon sens, c'est un gars qui vient de commencer sa carrière chez les professionnels. Il a une année derrière la cravate. C'est rempli de promesses. Là, est-ce que peux-tu continuer de bâtir là-dessus? Puis être capable de mettre à profit non seulement le fait que tu es capable de marquer des buts puis tu es capable de donner des coups d'épaule, mais au niveau de la vitesse du jeu. Est-ce que tu es capable de suivre? Seras-tu capable de suivre aussi dans la Ligue nationale? Donc, tout ça, je pense que c'est un gars qui, idéalement, s'il réussit à avoir un rappel durant l'année, ça va être déjà une belle victoire. Mais pour moi, c'est un candidat sérieux pour l'année suivante. Mais il s'est déjà positionné comme étant un espoir super intéressant pour l'organisation. Ça, je ne remets pas ça en doute du tout. Moi, pas que je m'étonne, mais quand je regarde la liste là, de tous ceux qui seront au camp, je me dis... Il n'y aura pas de recrue. Je compte pas Demidov, mais il n'y aura pas de recrue dans cette équipe-là. Non seulement il n'y a pas tant de place, puis c'est déjà une équipe très jeune. Ça, moi, c'est aussi quelque chose qui va me gosser, là, probablement tant que ce ne sera pas... tant qu'on n'aura pas d'indication contraire, mais je pense que pas le défaut, mais là où il y a un drapeau rouge quand on regarde à quoi cette équipe-là risque de ressembler au début de la saison. Puis je pense qu'on en avait parlé un peu en fin d'année. C'est que ça va être une équipe très, très jeune. Ouais. Je ne serais pas encouragé à tasser Samuel Blais, justement, pour faire de la place à Florian Xhekaj. Je prends ces deux exemples-là, mais mettre Reinbacher à la place de Harbour, à la limite, là, qui a déjà un peu plus d'expérience. C'est déjà une équipe qui est pas dans le trèfle en termes d'âge et d'expérience. Oui, mais... Faut pas capoter avec ça. Souvenons-nous, quand Marc Bergevin était aux commandes de l'équipe, là, on allait souvent chercher, durant la saison morte, des vétérans, des gars qui avaient pas mal de millage, qui tiraient sur la fin de leur carrière. Puis ces gars-là commençaient la saison, disputaient le premier quart, puis à un moment donné, le rendement commençait à baisser parce que quand les joueurs sont plus âgés ou en fin de parcours, sont moins performants, puis là, la roue tournait. Moi, je considère pas que Joseph Veleno est un intouchable dans cet alignement-là. Là. C'est le genre de gars que le Canadien a été chercher. Il a l'expérience de la Ligue nationale, il est capable de combler un chandail, mais si tu as un jeune espoir que tu développes qui est plus performant, qui apporte autre chose,
Est-ce que Jacky est capable de marquer 8 buts dans une saison complète dans la Ligue nationale, comme Veleno l'a fait la saison dernière? Puis est-ce qu'il est capable d'apporter plus que ça par sa présence physique? Fait que, peut-être qu'il ne commencera pas. Ouais. Peut-être qu'il ne jouera pas du tout. Mais moi, je trouve que je trouve que parmi les gars qui arrivent avec leur bagage dans ce camp de recrues-là, il y a un ingrédient dans son sac dont le Canadien a besoin. Puis, ça, c'est sûr. Ouais. Vas-y, mon jeune. L'argument par rapport à la jeunesse de l'équipe, j'entends déjà la réponse, soit des joueurs ou encore de Martin Saint-Louis à ce sujet-là. C'est qu'ils vont dire, on est peut-être jeune, mais on a quand même de l'expérience. C'est vrai. Parce que les joueurs qui ont quitté Savard, Dvorak, Armia, ont été remplacés par des joueurs plus jeunes. Mais mettons, si on ne fait que garder l'exemple de Joe Veleno, mettons que dans la liste, là, tu remplaces Dvorak par Veleno, tu soustrais 4 ou 5 années d'âge, ça baisse la moyenne de l'équipe, mais c'est pas comme si des vétérans sont systématiquement remplacés par des recrues. Le cœur de l'équipe demeure des gars qui, en général, 22, 23, 24 ans, qui ont une année d'expérience de plus. Donc, même si la moyenne d'âge va être encore plus jeune que l'année dernière, puis ça va faire du Canadien l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale, je pense pas que ça va vraiment avoir une incidence sur le fait que dire cette équipe-là manque d'expérience. Parce que, cela étant dit, je pense que ça va faire en sorte que, je suis d'accord avec toi là-dessus, que ça va faire réfléchir l'organisation 2 fois avant de donner des postes à des recrues. Parce que là, dans ce cas-ci, mettons, tu as Veleno, Blais, puis un 3e jeune, mettons Kapanen. Okay? Alors là, je vois déjà dans l'alignement 11 attaquants qui vont avoir un poste. Là, c'est de savoir qui va avoir le 12e puis qui va avoir le 13e. Il y a 2 de ces 3 gars-là qui risquent de se battre pour un poste. Et que ce soit Kapanen ou, si tu veux, tu peux le remplacer par Beck ou Jacky, je ne pense pas que le Canadien va garder comme 13e attaquant un jeune joueur qui pourrait jouer amplement à Laval. Fait que c'est pour ça qu'avoir un Veleno ou un Blais, c'est des gars que tu peux garder dans ton alignement puis dire, écoute, si tu sautes ton tour plus souvent qu'autrement, c'est pas la fin du monde parce qu'au moins, tu as un poste dans la Ligue nationale. Il y a trop de talent. Il y en a trop. Écoute, moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps de la présentation du tournoi des recrues comme ça, ou de l'ouverture du camp des recrues, puis on regardait les listes de joueurs. C'était triste, hein? Puis il y en avait peut-être un qui avait une chance de peut-être jouer sur un 4e trio, ou des fois, il n'y en avait pas du tout. Ces équipes-là se présentaient contre les recrues des Maple Leafs ou des Sénateurs, puis se faisaient rosser, brasser. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient dans ces camps de recrues-là pour juste porter un chandail, là, des joueurs qui... Ouais. Puis là, on arrive, puis on parle, il y a 6 ou 7 joueurs qui vont peut-être porter l'uniforme du Canadien dans la Ligue nationale cette année, s'il y a des blessures et tout ça. Alors, on est ailleurs. Absolument. C'est vraiment... Juste pour terminer sur l'expérience, des fois, j'ai des flashs. L'an passé, je me rappelle, je m'étais dit, mais attends un peu, là, ils sont jeunes, mais... Il y en a qui sont là depuis longtemps, là. Alors, j'ai fait l'exercice de voir l'expérience en termes, pas d'âge, mais de matchs disputés dans la LNH. Intéressant. Et je me disais, je vais peut-être trouver... Non, ils sont aussi... C'est aussi l'équipe... C'est aussi l'équipe qui a le moins d'expérience en termes de match. Faut... Alexandre, viens-tu te coucher? Attends, seconde. Tu seras pas long. 243. J'ai une idée. Mais ça n'a rien. Non, ça rien mais il faut garder ça en tête parce que moi, tout l'été, les gens qui m'abordaient et qui me parlaient du Canadien disaient quelle saison incroyable s'en vient, ça va être excitant cette année. Les gens ont vu l'équipe participer aux séries la saison dernière. Automatiquement, le réflexe, c'est de se dire c'est un processus linéaire, ça va continuer à monter, puis on s'en va vers le haut. Et c'est toujours ça que je répondais. J'ai écouté, l'année passée, c'était la 2e équipe la plus jeune de la Ligue. Dans la Ligue nationale, la très, très forte tendance, c'est souvent les équipes les plus vieilles qui participent aux séries, les équipes les plus vieilles qui se rendent loin en séries éliminatoires. Alors, et c'est pas un processus linéaire. Alors, si l'équipe est encore plus jeune, même si on a eu beaucoup... Il faut se rappeler, là, il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe qui ont eu leur meilleure saison, soit en carrière ou leur meilleure saison des 6-7 dernières années. La saison dernière, les gardiens ont été excellents. On a corrigé un mauvais début de saison. Là.
mais les gardiens ont été bons. Il n'y a pas eu beaucoup de blessés. On se souvient les avalanches de 500 matchs ratés en raison de blessures et tout ça. Fait qu'il y a eu un certain alignement des astres. Moi, je trouve que l'équipe est meilleure, que la brigade défensive est supérieure cette année. Je m'attends à ce que l'équipe soit meilleure, mais souvenons-nous, c'est arrivé dans le passé, dans la Ligue nationale, des équipes, on disait, ils ont franchi. Ils sont prêts. C'est ça. Ils ont traversé le pont, ils sont de l'autre côté et ça s'en va vers le haut. Et il y a eu des reculs, des fois d'une ou deux saisons. C'est pas linéaire. C'est un peu comme à la bourse. Des fois, ça descend pour remonter plus haut. Alors, faut garder ça en tête, même si, sur papier, tout semble beaucoup mieux que c'était la saison dernière. Tout à fait. Très pertinent. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est un risque parce que là, le monde s'emballe parce que l'équipe est talentueuse, elle a fait les séries. Fait que c'est l'étape après avoir participé aux séries éliminatoires, bien là, il faut que tu te rendes plus loin, puis on attend toujours plus, mais c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri d'un recul. Cela étant dit de manière à vol d'oiseau, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une équipe qui, oui, a participé aux séries l'année dernière, dont les meilleurs joueurs sont encore en pleine progression parce qu'ils sont vraiment dans la fleur de l'âge, début mi-vingtaine. Puis en plus, tu as des joueurs, des recrues ou des espoirs qui forment une pépinière encore très florissante. Ils ne sont pas tous arrivés dans la Ligue nationale comme c'est à peu près le cas, mettons, pour les Sénateurs d'Ottawa. Fait que je trouve que, bon an, mal an, le Canadien est assez bien positionné, mais ça le protège pas là, d'un recul cette année, si c'est possible. Alors, on garde ça en tête, tout le monde. Mais est-ce que Ivan Demidov est l'espoir le plus excitant de l'histoire? De l'histoire récente? Tu parles d'une histoire assez riche. Puis encore là, il faut faire attention. Demidov, il y a de l'expérience, des rangs professionnels en Russie. Il est débarqué dans des conditions pas faciles la saison dernière. Là, c'était les derniers matchs du calendrier régulier, séries éliminatoires tout de suite, avec un niveau d'intensité qu'il n'avait probablement jamais rencontré. On a vu que physiquement, il a fait face à quelque chose qu'il n'était pas habitué de voir. Alors là, ça va être le calendrier, 82 matchs, être capable de fournir l'effort à tous les jours avec un haut niveau d'opposition et tout ça. C'est une recrue de la Ligue nationale. Il va être très bon, il va avoir des flashs, il va peut-être avoir des périodes creuses aussi. Faut accepter ça. Il y a une période d'apprentissage. Est-ce que c'est la recrue la plus excitante de l'histoire? De l'histoire, là, je dis ça, je cabotine, là, mais mettons de mon histoire. Cabotiner? Oui, c'est ça. Mais tu sais, moi, je n'ai pas été gâté, là, mettons, en termes de recrues ou de joueurs offensifs. Moi, c'est Patrick Roy qui était la grande vedette du Canadien quand j'étais enfant, quand j'ai commencé à le suivre, à suivre le hockey. Je me suis pas penché sur l'exercice, là, mais je pense pas que j'ai besoin de le faire. Là. Je me rappelle pas d'un jeune joueur. Et même Lane Hudson, l'an passé... Sakou Koivu avait été très bon en arrivant. Hein? Oui. Genre le meilleur marqueur de la Ligue quand il s'est blessé. Oui, mais c'était pas son année recrue, ça. Ben, il était quand même... Non, mais je veux dire, c'était quand même un jeune joueur. À Chicago, my God. Il était blessé. Tout feu de flamme à cette époque-là. Oui, il était premier. Mais je me rappelle de ça, c'est ça. Ouais. Je me rappelle de ça. Il était premier marqueur de la Ligue. Parce que ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vu et que j'ai pas revu, je pense. Mais j'allais dire, Lane Hudson, l'an passé, on avait... quand je dis on, je parle pas autour de la table, je parle la communauté, collectivement. Il y avait des attentes et tout, c'était emballant. Mais on se disait, il est petit, est-ce qu'il va être capable? Il n'y a pas tant de freins là, par rapport à Demidov. C'est l'histoire très récente, là, mais à sa position, l'année passée, Hudson a eu une des meilleures saisons de l'histoire pour une recrue. Là. Alors, c'est quand même une barre très haute. Mais quand tu parles de la recrue la plus excitante, la plus emballante. Oui, c'est qu'il y a une dimension spectacle derrière ça. C'est pas seulement d'être performant, c'est d'être excitant, d'être agréable à regarder. Puis à cet effet-là, Demidov puis Hudson, l'année dernière, se placent dans une catégorie où il faut effectivement remonter jusqu'à Patrick Roy, à mon avis. Là. Simplement en termes de quel show il nous donne là, en tant que recrue. Subban était spectaculaire aussi. C'est vrai. Subban, il soulevait les... Subban, quand il est arrivé en 2010, ça a fait une très emballant. C'était très, très emballant. Ouais. Ben quand même, il y a de l'emballement. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. C'est la première de l'année. C'est la même qu'avec laquelle j'ai ouvert tantôt.
Comment je roule sur mes vieux succès. Et encore là, je roule sur mes vieilles affaires. On a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport quel était le fait saillant de l'été pour ceux et celles qui ont participé à la question. Sur le book, JP qui dit d'attendre que la saison de hockey recommence. Mais là, come on, JP, ça recommence, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le book? L'acquisition de Dobson par le CH. J'ai fait exprès de dire l'été parce que c'était pas clair, là, mais évidemment, on en parlera, mais évidemment que ça a été un gros morceau. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le tube? Dobson et Bolduc, dit Robert, évidemment. La signature de Joe Veleno, Tony, sur le book, je ne sais pas si c'est sur Twitter, sur YouTube, pardon, je ne sais pas si c'est sérieux. Et finalement, sur le Gram, on a le non-contrat de McDavid. Ça, oui. Gardez ça en tête, on va y revenir tantôt. C'est Brian, ça, sur le Gram. Mais oui, c'est pas mal. En ballon, ça, le camp, autre chose à ajouter? Ou je voulais peut-être en profiter du fait que tu as écrit là-dessus, Marc-Antoine, mais t'as aimé ça, le discours de Martin Saint-Louis qu'on a entendu dans le maintenant annuel et traditionnel, je ne sais pas comment appeler ça, court-métrage, documentaire que le Canadien produit sur les coulisses du repêchage. Et là même, le discours de Saint-Louis auquel je fais référence dans la chambre, c'est pendant le camp, d'orientation, donc quelques jours après le repêchage. C'était bon, c'est vrai que c'était bon. D'ailleurs, tout ça, c'est bon. C'est avec les petites mises en scène, c'est bon, exactement. Mais donc, Saint-Louis qui dit il y a toujours un ballon en jeu, il y a toujours une balle en jeu. Puis, parce que ce qu'il dit, c'est parce qu'il s'adresse aux espoirs du Canadien qui sont tous assis dans le vestiaire, qui boivent ses paroles. Puis il dit imaginez que si je lance une balle dans la pièce, puis la personne qui attrape la balle puis qui sort de la pièce avec la balle fait partie du Canadien de Montréal. Alors, autrement dit, c'est que démenez-vous, travaillez parce que vous êtes en compétition les uns contre les autres pour y arriver. Puis il dit vous devez comprendre que la balle en question, elle est toujours en jeu. Alors, que ce soit quand vous allez en gymnase, que ce soit quand vous... Là, je le paraphrase, il ne dit pas ça, mais c'est comme dans vos choix alimentaires tout le temps. La balle est toujours en jeu dans tout ce que vous faites au moment d'aller simplement à une simple séance de patinage durant l'été. Alors, gardez toujours en tête que la balle est en jeu. Mais sauf que de la manière dont il le présente, évidemment, là, je fais juste le paraphraser. C'est moins bon. Mais tu vois que c'est... Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles lui, il est coach, puis pas moi. Mais cela étant dit, il a toujours des façons imagées de pouvoir traduire son propos. Puis ça, c'est une des choses qui fait en sorte qu'il va réussir à avoir une longue vie comme entraîneur-chef parce qu'il renouvelle constamment son message, il le garde frais. Puis ça fait en sorte que pour des joueurs qui ont Martin comme coach depuis le début, mais c'est encore frais. Il n'y a rien qui... C'est pas encore les vieilles rengaines. T'sais. Alors... je pense qu'il en a fait une autre démonstration. Ouais. Bon, un mot final sur ce camp des recrues, quelque chose qu'on n'a pas, quelque chose qui, je sais pas là, que vous aimeriez ajouter. Moi, mon mot final sur le camp des recrues sera mardi prochain. Mardi prochain. Mais, ça va être fini. Non, moi, j'ai hâte de voir ça. De voir les matchs. Honnêtement, j'ai hâte de voir le progrès des gars qu'on a vus déjà au cours des dernières années. Tu sais, Owen Beck, ça fait quelques années qu'il est là. La saison dernière, ça fait longtemps qu'on le perçoit comme un futur centre du Canadien, un gars qui va être fiable, qui va gagner des mises au jeu, qui va être qui va faire partie de ce qui est solide chez le Canadien. Ouais. Il y a un besoin de ce côté-là, mais la saison dernière, on a senti qu'il y avait que les dirigeants du Canadien ne sentaient pas qu'ils étaient prêts encore. Puis la progression d'un joueur, encore une fois, c'est pas linéaire. Des fois, ça vient par secousses. Reinbacker, il n'a pas joué beaucoup la saison dernière, 23 matchs si on compte les séries, puis on additionne la saison avec les séries éliminatoires. C'est un espoir de premier plan. Qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ce qu'on a vu la saison dernière, où il est rendu? Alors, j'ai très hâte de pouvoir mesurer ça, puis c'est une occasion pour les dirigeants de voir, ils ont leur jardin, ils l'arrosent, donnent du soleil, de l'éclairage, essaient d'en donner à tout le monde, puis voir qui
qui va se transformer en fleur le plus rapidement. J'ai hâte de voir quel travail a été fait. Là. Ceux qui ont lutté pour en tenant compte du fait que la balle est en jeu tout le temps. Puis il y a une année où c'est une saison aussi où on risque d'entendre parler de plus en plus du défenseur Adam Engstrom. À mon sens, c'est un gars qui va... il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Il y a trop de talent. Écoute, on verra bien. Mais je pense qu'il pourrait... Ne serait-ce qu'il pourrait susciter l'intérêt de d'autres équipes. C'est ça. C'est parce qu'à un moment donné... Et ça fera partie, j'imagine, des questions qu'on va se poser parce que c'est vrai que... tu sais, je dis ça, là... Il y a beaucoup de jeunes joueurs du même âge, du même niveau. T'sais, à un moment donné, il y a comme un déséquilibre, là. Et c'est ça, il faudra voir. Et tu parlais, Martin, puis on finira là-dessus, mais tu dis le développement d'un joueur, c'est pas linéaire. Comme Joshua Roy, on l'a comme c'en est un là, qui a eu un gros recul l'an passé, selon... je me rappelle pas du confrère du Journal de Montréal, mais... Nicolas Cloutier. Je pense que c'est Nicolas Cloutier, que l'on salue. Gros été, apparemment, d'entraînement. Donc, c'est ça. Mais encore là, il n'y a pas de place. Il a passé à Florian Jacquet 15 livres. Lui en a ôté 15, puis Florian en a rajouté 15. Ah, c'est de même que ça fonctionne. C'est ça. Est-ce qu'on peut faire ça ici, entre nous? Je sais pas. Ici, il n'y a personne pour recevoir. Martin peut recevoir. Martin, il y a de la place. Il travaille fort pour ne pas recevoir. C'est ça, j'ai distribué déjà, je ne peux pas savoir. J'ai déjà donné. Ouais. Alors, donc 2 matchs en fin de semaine. Les Jets, samedi. Est-ce que c'est les Jets 2 fois? Bon, c'est pas grave. Non, c'est Toronto dimanche. Toronto dimanche. Si ma mémoire est bonne. Puis, évidemment, mardi, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Je prends 2 secondes tout de suite pour y aller de quelques autopromos. Cette année, d'abord, on inaugure le compte TikTok. On a finalement le Talk, Martin. Après le Gram, le Book, le Tube, le finalement, le Talk. On sera là. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on sera là. Puis, cette année aussi, vous pourrez nous suivre sur icitout.tv. Et ça prépare autre chose. C'est quelque chose. Et ça fait partie d'un grand développement global. Alors, voilà, si vous voulez varier ou passer le mot là, pour ceux qui savent pas. Si vous voulez varier les plateformes, ces deux-là viennent de s'ajouter. L'actualité nous ramène ce sujet dont on a beaucoup parlé au début et qu'on avait un peu abandonné. Puis évidemment, l'été, on n'était pas là. On n'était pas là cet été. Mais c'est hier qu'on a appris que finalement, la Ligue nationale de hockey allait permettre aux 5 joueurs qui étaient accusés, mais qui n'ont pas été trouvés coupables dans l'histoire là, de l'agression sexuelle de Hockey Canada. Les 5, donc, seront réadmissibles à compter de décembre, 1er décembre. Ils sont libres de signer des contrats à partir du 15 octobre, peuvent rejoindre l'équipe avec laquelle ils ont signé un contrat à partir du 15 novembre, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Et ils vont être éligibles à disputer des matchs à compter du 1er décembre. Donc, Michael McLeod, Carter Hart, Dylan Dubé et Cal Foote qui n'ont pas de contrat. Puis Formanton, lui, ses droits appartiennent toujours au sénateur, mais il est également là, joueur autonome avec restriction. Exact. C'est ça, on n'a pas, corrige-moi si je me trompe, Martin, on n'a pas eu l'occasion de revenir sur la fin du procès, où c'était limpide, là. La décision de la juge était très, très claire, là. Elle avait jugé que la présumée victime n'était pas crédible. Tu sais, les mots étaient quand même durs. Moi, je me rappelle quand j'ai lu j'ai pas lu le verdict au complet, mais quand j'ai lu les articles qui en faisaient mention, j'étais étonné. Puis quand on gratte un peu, après, on s'aperçoit que c'est une juge qui savait ce qu'elle faisait. C'était pas complètement gratuit. Mais reste que les gars, donc, ont été trouvés non coupables. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le jugement. Et ce sera maintenant aux équipes ou enfin aux différentes équipes de voir qu'est-ce qu'elles font avec ça. Pensez-vous qu'il y a des équipes qui vont les embaucher? Parce que, d'un point de vue réglementaire, entre guillemets, il n'y a pas de barrière à ça. Là. À partir du moment où ils sont trouvés non coupables, de les isoler ad vitam aeternam, ce serait... je comprendrais l'association des joueurs de vouloir ruer dans les brancards. Cela étant dit, ça dépend. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est lesquels dans ce groupe-là en valent le trouble.
C'est-à-dire que Carter Hart, à mon sens, qui est un gardien de but de talent, n'aura pas trop de misère à se trouver du boulot. Mais après ça, c'est pour les autres, là, les 4 autres joueurs, est-ce qu'on va vers lui ou bien, dans le fond, il y a un joueur à peu près équivalent dont on peut se contenter ou qui est encore disponible sur le marché des joueurs autonomes. Puis dans le fond, là, on s'éviterait du trouble puis du... C'est de l'énergie négative. Ben oui, puis en fait, c'est que ça dépend aussi quel jugement chaque équipe porte sur le... Parce qu'évidemment, ils ne sont pas non plus blancs comme neige, il s'est passé quelque chose. Hein? Alors là, c'est à quel point tu fermes les yeux sur des comportements, puis faire en sorte que est-ce que c'est dans cette direction-là que tu vas amener la culture de ton équipe? T'sais? Alors, ça va être la lecture de chaque formation, dire, ben nous, on peut intégrer tel gars, puis notre culture est suffisamment saine, puis on n'a pas à s'inquiéter. Pas importante. Ça se pourrait. C'est un peu ça, effectivement. Oui. Alors, s'ils se trouvent tous du boulot dès le 15 octobre, peut-être qu'on va juger. On se posera la question. Mais à mon sens, Carter Hart, c'est ça, risque d'être un cas à part par rapport aux 4 autres. Mais c'est quand même chacun à leur façon de bons joueurs de hockey. Là. Mais c'est ça. Moi, si je regarde le Canadien, on vient de parler du fait qu'ils ont une très bonne pépinière puis d'un bon noyau de jeunes joueurs. Ils n'ont pas besoin d'aller piger là-dedans. Là, et le Canadien a été très égratigné avec l'épisode de Mailloux. Je ne suis pas certain que ça leur tente de rejouer dans ce film-là. Mais quant à la décision de la Ligue, on s'entend... j'ai suivi cette affaire-là de très près depuis le début. Là, maintenant, pour la Ligue nationale, c'est plus un cas juridique. C'est devenu un cas de relation de travail, un problème de relation de travail. Et là, c'est ça, c'est une autre paire de manches. La juge a rédigé sa décision en appuyant très fort sur le crayon, là, en disant que, tu l'as mentionné tantôt, Alex, qu'elle ne trouvait pas la présumée victime crédible ou fiable. Pour ceux qui ont suivi le procès de près, moi, ça m'a... Ça m'a fait sursauter quand j'ai vu ça parce qu'on sait qu'il y a de la preuve qui a été écartée qui corroborait les propos de la victime. C'est ce que Brett Howden avait texté à un de ses coéquipiers qui était présent ce soir-là dans la chambre d'hôtel. Puis il racontait, il l'avait dit à la police aussi. Puis quand il est arrivé le moment de témoigner au procès, il avait une perte de mémoire. Puis soudainement, il ne se souvenait plus de ce qu'il avait dit à la police. Mais il avait texté à son coéquipier, il disait « Moi, j'étais vraiment heureux de sortir de la chambre parce que quand Dylan Dubé frappait la fille, lui donnait la fessée, ça avait l'air extrêmement douloureux et tout ça. La fille, selon les déclarations qui avaient été faites à la police et les échanges de textos, la présumée victime semblait avoir passé un mauvais quart d'heure. Là. Et ça a été écarté de la preuve. Alors moi, ça m'a fait sursauter de voir que, bon, on disait que la victime était peu crédible ou fiable, mais... La juge a entendu l'ensemble de la preuve. C'était la décision. Au bout de ça, la décision est rédigée. Et là, la Ligue nationale se dit, bon, on a 5 anciens employés qui sont plus là depuis presque 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut que tu aies quelque chose pour t'appuyer si tu veux les écarter des activités de la Ligue. Et là, c'est là que je trouve que la partie il y a une espèce d'angle mort, c'est que la Ligue nationale, quand le scandale de Hockey Canada a éclaté en 2022, a déclenché une enquête, ont demandé à leur responsable de sécurité fait une enquête là-dessus, on veut savoir ce qui s'est passé. Et on s'entend, la Ligue nationale a le bras long. Là. Quand tu déclenches une enquête, c'est la même chose que quand n'importe quelle organisation fait appel à un cabinet d'avocats spécialisé dans ce genre on rencontre des témoins, on amasse de la preuve. Alors, fort probablement, il y a tout lieu de croire que la Ligue nationale a eu accès à ce que Hockey Canada avait amassé, qu'il y a eu des contacts probablement informels avec la police de London pour savoir ce qu'on avait. On a rencontré fort probablement les joueurs qui étaient concernés. Ben oui. Et souvenez-vous, là, ces gars-là, même si l'enquête a été faite puis que l'enquête était fort probablement complétée, la Ligue nationale ne les a jamais délogés de leur position, de leur place dans la Ligue. Ces gars-là ont continué à jouer jusqu'en janvier, à la fin du mois de janvier 2024. Et c'est juste quand la police
de London où que la couronne s'apprêtait à déposer des accusations qu'ils ont été suspendus. Ils ont quitté, ont quitté leur équipe. Alors, la Ligue nationale n'a rien fait alors qu'elle avait accès à une masse d'informations assez considérable et privilégiée. Et là, quand la décision a été rendue, le rôle d'un syndicat, c'est de défendre ses membres. Tu as une obligation de défendre tes membres. Et Marty Walsh a été très clair après quand le verdict a été rendu. Il dit, écoutez, là, ces gars-là ne jouent plus au hockey depuis longtemps. Ils ont été exonérés de tout blâme. Ils ont été blanchis totalement. Il faut qu'ils retrouvent... les carrières sont courtes, là, puis il faut qu'ils retrouvent leur vie. Alors là, tu te places dans les souliers de Gary Bettman. Tu te dis, là, avec quoi je peux me défendre? Là? Il y a une décision de la Cour qui est sans équivoque d'un côté. J'ai le syndicat qui me menace peut-être d'aller en arbitrage ou de faire une bataille avec ça. Je vais aller me défendre avec quoi? Est-ce que ça va faire jurisprudence? Est-ce qu'on va se retrouver du mauvais côté? Alors, ils ont décidé ça, de poursuivre ou de donner une suspension de quelques mois en tenant compte des presque 2 années qui se sont écoulées. Alors, écoute, je trouve que c'est une position sérieusement comme employeur, pas d'un point de vue moral, mais comme employeur pour la Ligue nationale, ça aurait été une position difficile à tenir de dire absolument. Vous ne rejouerez pas avant 2032. Là. C'est comme il n'y avait pas de base pour soutenir ça, mais en même temps, ils avaient le rapport depuis longtemps, puis ils les ont laissés jouer jusqu'à la fin du mois de janvier 2024. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce rapport-là? J'aimerais beaucoup ça le voir. Ouais. Non, d'un point de vue réglementaire, c'est ça. Il y a pas, c'est assez simple. Là. C'est pas tant compliqué. C'est d'un point de vue moral, où est-ce que là, ça se complique. Puis, moi, c'est ça. J'aimerais pas ça être partisan d'une équipe qui a absolument besoin là, de, je sais pas, là, Dylan Dubé. Je dis lui, là, mais n'importe qui d'autre. Là, je serais un peu mal à l'aise avec ça. Puis je pense qu'il y a une approche comme de gestion des communications aussi dans cette décision-là de la Ligue. Les camps d'entraînement vont commencer. S'il y a des joueurs qui signent donc des contrats, ça va être à la pièce. Ça va se perdre dans le début de la saison. Ça va pas être le fait saillant là, au premier jour du calendrier. Dire, les accusés reviennent sur les patinoires, tout ça. Puis quelque part au début du mois de décembre, là, quand on entre dans une période un peu moins fébrile, il y en a peut-être qui vont revenir dans la Ligue. Alors voilà, on verra bien qui a besoin de ce trouble-là, comme tu disais, Marc-Antoine. On enregistre cet épisode le 12 septembre 2025. Je pense que le moment est bien choisi pour parler de l'ouverture du marché des joueurs autonomes du 1er juillet 2026. Oui. Hop là. Il faut se préparer. Ça me fait penser à ces médias qui commémorent les 10e anniversaires, les 25e anniversaires, mais genre 2 semaines avant la date, là. Non, mais c'est un bon truc, ça, parce que t'es le premier. En avance. T'es le premier. En avance sur tout le monde. Non, je dis ça parce que, vous savez que Kirill Kaprizov, 126 millions, non merci. Vous avez vu ça. Puis, il était question de Connor McDavid aussi, et ça commence à inquiéter. Ça commence à inquiéter, c'est pas vrai. Ça inquiète, je pense, depuis plusieurs semaines. Depuis le 2 juillet. Oui, c'est ça, depuis le 2. Même le premier ministre du Canada s'en est inquiété. Prenons Kaprizov peut-être pour commencer, mais est-ce que c'est ça, est-ce que l'été prochain, il pourrait y avoir. Parce que ça n'arrive plus, là, que des joueurs. Non, là, si on parle de McDavid, évidemment, on parle d'un joueur là, qui est exceptionnel au-dessus de l'exception. Mais si tu prends Kaprizov, un joueur de ce calibre-là, super vedette, qui atteigne l'autonomie, il y a eu Mitch Marner, c'est vrai, cette année, mais ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Est-ce que pensez-vous que l'été prochain va être comme l'été d'une vie? Est-ce qu'ils vont se rendre jusqu'à l'été prochain? Non, c'est ça. Je pense que c'est un élément qui est différent dans le cas de McDavid, Kaprizov, puis ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est que l'augmentation faramineuse du plafond salarial fait en sorte que les meilleurs joueurs peuvent
réorganiser le marché puis déterminer ce que valent les meilleurs joueurs de la Ligue. Puis dire, finalement, les paramètres autrefois de dire qu'un très bon attaquant de deuxième trio valait 6 millions puis qu'une vedette en valait 9 ou 10, ou peu importe. Puis là, on peut complètement changer les chiffres puis se dire, on va capitaliser sur le fait que là, les équipes ont une grosse marge de manœuvre puis on va aller chercher un maximum. Peut-être que Kirill Kaprizov croit qu'il va être en mesure d'aller chercher plus que ce qu'on lui offrait chez le Wild du Minnesota. Ou encore, ça a été pour lui une façon de dire peu importe le montant que vous allez m'offrir, anyway, je m'en vais. Alors, ça vaut pas la peine. Vous pourriez m'offrir la Lune. Moi, je vais trouver mieux ou je vais trouver le gazon sera plus vert ailleurs qu'au Minnesota. Alors, ça ressemble à ça. Là. Si on t'offre le plus gros contrat de l'histoire de la Ligue et que tu refuses, t'as pas l'air d'un gars intéressé. Non. Alors, et pourtant, Craig Leopold, le propriétaire, était sorti dans les médias il y a quelques semaines, puis il avait l'air de dire c'est une formalité, on va s'entendre, il n'y a pas de problème. Il savait, lui, qu'ils étaient capables de lui offrir le plus gros contrat de l'histoire. Là. Peut-être que ça le mettait en confiance. À partir du moment où tu lui as déjà offert ça, renchérir puis revenir avec une autre offre, là, tu commences à jouer dans tes marges puis dans les possibilités de pouvoir bien entourer ce joueur-là. Donc ça, c'est la problématique. Puis c'est aussi la dernière année où les joueurs vont pouvoir signer avec une nouvelle équipe un contrat de 7 ans, parce que par la suite, ça va être limité à 6 ans. Ouais. C'est ça. Alors là, le calcul, c'est de dire, est-ce que je reste avec mon équipe, puis sur une base de 8 ans, on m'offre un montant X. Est-ce que sur 7 ans, je suis capable d'aller chercher quelque chose d'à peu près aussi intéressant? Puis finalement, des gars qui sont à la fin vingtaine, 7 ans au lieu de 8, ça veut dire que peut-être on se garde une marge de manœuvre pour avoir un dernier contrat aussi après qui pourrait nous apporter plus d'argent aussi. Fait que je pense que le calcul, je suis pas sûr que je mettrais nécessairement McDavid puis Kaprizov dans le même bateau, parce qu'il y en a un qui est dans une position de force parce qu'il est la seule vedette de son équipe, puis lui, il pourrait profiter de son autonomie. Dans le cas de McDavid, ce qui a l'air de se dessiner, c'est un certain doute par rapport au fait que si je m'engage à long terme avec les Oilers, on a-tu ce qu'il faut pour gagner dans 3-4 ans, ou dans le fond, là, on est en ce moment dans notre maximum puis on va bientôt amorcer notre déclin? Là. C'était une ruse. Kaprizov, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est quand même... C'est pour parler de McDavid, mais c'est quand même intéressant, Kaprizov, parce que si on regarde ça dans la perspective du directeur général, Bill Guérin, qu'est-ce que tu fais là? Si le message qui semble être est ce qui semble être, c'est-à-dire offrez-moi la Lune, je ne la veux pas, je veux aller jouer ailleurs. À New York. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te dépêches de l'échanger pour maximiser ce que tu peux aller chercher en retour, de dire à Kaprizov, écoute, tu as décidé de ne pas jouer ici, il doit y avoir un endroit où tu rêves d'aller jouer. Dis-nous quelles sont les 3-4 équipes où tu aimerais aller jouer, puis on va essayer de conclure une transaction avec la sortie d'une signature avec ta prochaine équipe, puis on va faire ça tout de suite. Permets-nous de ne pas encaisser cette perte-là. On a pris soin de toi depuis le début de ta carrière, tu as vécu des belles choses ici. Permets-nous au moins de sauver un meuble ou deux. Et c'est ça. Moi, je pense que si ça, c'est définitif, c'est sa position définitive, ça crée une pression. Mm-hmm. On a eu Rantanen la saison dernière qui a été échangé par Colorado à la surprise générale et tout ça. Mais là, si tu as un gars qui est dans les 7 meilleurs producteurs de points de la Ligue nationale dans les 3-4 dernières années, qui dit « Je veux plus jouer chez vous », à mon sens, comme directeur général, tu peux pas faire comme les Maple Leafs ont fait puis encaisser la perte puis dire à Mitch Marner, OK, bye. Puis... Non, mais ils ont eu Nicolas Roy. Ouais. Puis... C'était très bien. C'était vraiment... Ils ont été cherchés à la dernière minute. Écoute, il pourrait très bien changer Kaprizov avant le début de la saison. Oui. Ce serait, comme Martin dit, dans un scénario en plus où est-ce qu'il s'entend avec la prochaine équipe, c'est le scénario où est-ce que tu vas maximiser un retour. Là. Mais après ça, c'est downhill. C'est ça. Si le joueur a la bienveillance d'identifier, mettons, 4 ou 5 équipes au lieu de une, parce que là, tu négocies avec une paire de menottes, mais
de au moins essayer de créer une surenchère parmi 4-5 équipes. C'est un joueur qui va être convoité s'il est disponible. Puis dans le cas de McDavid, c'est une toute autre chose. C'est le meilleur joueur au monde, c'est l'identité de l'équipe. Écoute, on n'a pas vu ça, je pense, depuis que le plafond salarial existe. Un gars qui est numéro 1 dans la Ligue dire à son équipe je suis pas pressé de signer ou laisser planer le doute de ne pas être de retour la saison prochaine. Ça doit créer beaucoup d'angoisse chez les Oilers. Cela dit, c'est légitime, non? Ben oui, ils ont le droit de décider de son avis. Non, oui, de manière empirique, mais je veux dire, dans ce cas précis, là, c'est pas impressionnant, là, la gestion des Oilers. Là. C'est pas rassurant non plus de voir cette administration-là. Tu as les deux meilleurs joueurs, tu as le meilleur duo de centre, tu as le meilleur joueur au monde. Je veux dire, c'est quoi? C'est pas Jeff Skinner qui va faire pencher la balance ou devant le filet. Je comprends que c'est pas... en même temps... Non, mais pendant des années, par exemple, le fait d'avoir un plafond salarial qui était fixe faisait en sorte que si tu étais pour avoir 2 des 5 meilleurs joueurs au monde dans ton alignement puis qu'il fallait que tu les payes en conséquence. Puis encore là, Draisaitl a eu un contrat qui était vraiment à rabais pour sa qualité. Mais reste que le défi, c'était toujours, quand tu as une équipe qui est à maillon fort, c'est d'être capable de quand même bien les entourer. Puis à ce niveau-là, ça a toujours été un défi pour les Oilers au fil des années d'aller créer suffisamment de profondeur autour. Comme ça a été un défi à Toronto. Exact. Mais il était mieux à Toronto, non? En même temps. Ils ont 2 finales de la Coupe Stanley. C'est ça. Fait que si tu dis, ils vont nulle part, mais ils vont en finale. Fait que c'est pas si mal quand même. Puis je pense qu'ils ils se sont améliorés à ce niveau-là, puis ils ont été en mesure de générer une meilleure profondeur dans leur alignement avec des gars comme Evander Kane puis tout ça. Mais c'est juste que tu regardes l'horizon, c'est quand même une équipe, c'était l'équipe la plus âgée de la Ligue nationale. Puis c'est pas comme s'il y a une tonne de jeunes vedettes qui s'en viennent aussi pour venir créer la nouvelle génération des Oilers. Fait que ça se passe là. Alors, je pourrais comprendre McDavid s'il se dit, bon, en m'engageant avec cette équipe-là, quels sont mes réels espoirs de pouvoir... Est-ce qu'on va rester hyper compétitif pendant très longtemps ou dans le fond, on est en haut, là, on est dans la montagne russe, là, on est en haut de la côte, là, puis on s'apprête à descendre assez vite, je sais pas. Mais sauf que c'est pas une équipe qui, à mon avis, là, tu vois pendant 4-5 ans encore une progression puis dire, OK, ils vont rester là longtemps. Ouais. Et quand tu es dans la position de McDavid, tu regardes probablement pas ça dans la même position que McKinnon, qui a gagné une Coupe Stanley déjà, ou que Sidney Crosby, quand il en a gagné, quand il en a gagné 3, lui, il veut... Il y a la seule affaire. Il sait que c'est... Avec le statut qu'il a, regarde ses prédécesseurs, les grands joueurs de la Ligue nationale, il faut gagner la Coupe Stanley. Alors, on peut comprendre que ce soit une grande préoccupation pour lui. Absolument. Maintenant, est-ce que c'est au point où Elliot Friedman soulevait la question, puis je pense qu'elle est très bonne. C'est parce que si McDavid se rend au 1er juillet, là, c'est parce que là, c'est pas le temps là, d'aller chercher Pavel Zacha, ou je sais pas, je m'inspire des rumeurs que j'entends, mais je veux dire, et je prends langue montréalais, mais je prends langue montréalais, mais pour n'importe quelle langue, là, si t'es n'importe quelle organisation de la Ligue nationale de hockey, là, si ça se peut que McDavid soit disponible, là, et qu'évidemment que ça se peut que t'aies une équipe à lui offrir pour l'amener à réaliser ce qu'il veut réaliser. Faut que tu te prépares, là, parce que ça c'est vrai pour Kaprizov aussi. T'as beau le balayer du revers de la main, là, c'est quand même un des... J'ai dit, ça m'intéresse pas. Ouais. C'est quand même un des 10 meilleurs joueurs. Regarde. Oui. OK. Non. Mais dans les deux cas, c'est ça. Tu dis, OK, comment on peut aménager notre masse salariale? Est-ce qu'on va... On dépensera pas de l'argent tout de suite pour des joueurs de second niveau. Nos actifs qu'on pourrait échanger dans une potentielle transaction, peut-être que ça vaut la peine d'attendre puis de tester. Je pense que du côté du Canadien, je suis pas sûr qu'il rêve tant que ça à Connor McDavid, mais Sidney Crosby, par exemple, ça, tu dis, OK, peut-être que ça vaut la peine qu'on se garde de l'espace tout de suite ou qu'il y ait
des jeunes joueurs qu'on n'échange pas immédiatement parce que au cas où cette porte-là s'ouvre. Fait que ça, c'est toujours... Quand tu as des... Ce qui est fascinant, c'est que la quantité de joueurs de haut niveau qui subitement là, sont dans le moulin à rumeurs, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Puis, je pense que la Ligue nationale et l'Association des joueurs ont peut-être créé ça, cette période de perturbation-là, en annonçant plusieurs années d'avance où va se situer le plafond. Ouais. Parce qu'avant, les agents négociaient un peu à l'aveuglette. Là. On savait, on annonçait quelque part après les fêtes, le plafond l'année prochaine va être ça, mais tu ne pouvais pas savoir est-ce que le bon... tu pouvais, en jugeant les années précédentes, dire OK, ça va augmenter de temps, mais là, tu sais qu'en telle année, ça va être au-dessus de 100 millions. Puis tu vois que c'est une croissance qui va de plus en plus vite. Alors, c'est normal d'aiguiser ton crayon. Et peut-être qu'il y a plus de super vedettes qui vont signer des contrats plus courts en se disant je veux maximiser, comme Austin Matthews. Exact. C'est le modèle Austin Matthews. Terminons avec ça parce que le temps file, mais quand tu parlais de Kaprizov, ça m'a fait penser à Quinn Hughes aussi. Parce que je me pose la question, est-ce que ça va arriver de plus en plus souvent? T'sais, on en a déjà parlé. Le joueur de hockey moyen, c'est pas un animal c'est pas Austin Matthews. T'sais, Austin Matthews est un peu le contre-exemple de dire non, moi, je vais signer 4 ans, puis dans 4 ans, je vais avoir un plus gros salaire. Ils sont plus insécures. Le gros contrat, on bouge pas. Ici, c'est correct, je reste ici. Mais là, il y a Kaprizov. Bon, McDavid, c'est autre chose, j'en conviens. Hughes, c'est autre chose aussi, parce que l'idée, ce serait c'est une histoire familiale, ce serait une histoire familiale, mais reste que on n'est pas habitué de voir des joueurs dire je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr que là, mon contrat achève, je pense pas. Et ça met, comme ça met Bill Guerin dans une situation embêtante au Minnesota, ça met Rutherford puis Evelyn dans une situation embêtante à Vancouver. Est-ce qu'on va en voir de plus en plus ou c'est. Parce que c'est pas fou de dire que le fait qu'on sache, qu'on ait une meilleure idée d'où est-ce que le plafond va être dans 3 ans, que c'est ça, là, ça a un impact, là, assurément. Là. On va en voir de plus en plus parce qu'à mon sens, l'échange de Matthew Tkachuk contre Jonathan Huberdeau puis Mackenzie Weegar a vraiment lancé une mode ou du moins a éveillé les consciences sur le pouvoir de négociation qu'un joueur qui en est à sa dernière année en tant que joueur autonome avec compensation puis qui finalement peut déjà commencer à contrôler là où il veut aller en disant, moi, si je signe à telle place, je ne deviendrai pas joueur autonome. Puis tu peux déjà commencer à manœuvrer. Puis c'est une des raisons pour lesquelles Noah Dobson a été échangé au Canadien. C'est un peu... C'est vrai. C'est exactement ça. C'est la même mentalité. Fait que oui, tu as les joueurs autonomes sans compensation, mais dans un contexte non seulement de plafond qui augmente, mais aussi de joueurs qui veulent orienter là où ils vont aller pour la suite de leur carrière. La prise de possession de ton pouvoir de négociation quand tu as 25-26 ans et que tu arrives à tes dernières années de RFA, pour moi, ça a vraiment changé la donne dans les dernières années. Puis ça a commencé avec Matthew Tkachuk. Puis c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de contrôle de ta vie, de ta destinée, où je veux vivre. Tu es repêché à l'âge de 17-18 ans, tu te fais dire c'est là que tu t'en vas. Puis tu arrives à un moment donné dans la deuxième partie de la vingtaine, puis c'est probablement la seule fois de ta carrière. Pour beaucoup de joueurs, c'est la seule fois de ta carrière où tu as le contrôle sur ta vie, de dire moi, je rêve d'aller travailler là, puis c'est ça. Je vais choisir. C'est ça qui est ça. Ouais. Humainement, c'est très légitime. Là. Mais ils ont toujours eu la possibilité de faire ça. Ouais. Il n'y a pas tant de choses qui ont changé là, pour... tu as toujours eu la possibilité de dire... Puis il y a eu quelques exemples, mais très, très rares. Et là, on dirait qu'il y a comme... C'est ça. Est-ce que c'est générationnel? Est-ce que c'est dans l'eau à Calgary? Il y a peut-être un petit quelque chose de générationnel aussi. Je pense que oui. Ouais. Ah, Sif, quel monde fascinant en évolution. C'est pas rien. Non. Ce n'est pas rien. C'est même quelque chose. On pourrait aller jusque-là. Alors, 1er juillet 2026, on est prêt. L'êtes-vous? Marc-Antoine Godin, je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Ouais. T'en vas-tu là? T'en vas-tu au poste de police déclarer... Ah ben oui, ça, c'est pas drôle. Ton invasion de véhicule?
Je vais laisser Brossard à mon collègue Alexandre Gascon pour ce matin. Je te laisse Brossard. Prends le Pacifique. Je garde l'Atlantique. Ah, tu nous cites Charlebois. Ouais. C'est la première. J'ai de l'énergie. C'est comme... C'est downhill. Comme la valeur de Capri-Soft. C'est downhill à partir de la semaine prochaine. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Messieurs, quel bonheur de vous retrouver. Ça fait du bien. Un énorme merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bon vendredi, bon week-end, bonne semaine et bonne saison. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.